Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'adieu à Charles Trenet, l'hommage des Parisiens et des personnalités pour cette cérémonie cet après-midi en l'église de la Madeleine à Paris avec la musique de Charles Trenet interprétée par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Validation des poursuites pour trafic d'armes vers l'Angola qui met en cause Jean-Christophe Mitterrand et Pierre Falcone. La Cour d'appel de Paris, contre l'avis du parquet général, confirme leur mise en examen. Les avocats vont se pourvoir en cassation. Aux États-Unis, la mort suspecte d'un Français lors de sa garde à vue dans un commissariat au début de l'année. Aujourd'hui s'ouvre une audience à Las Vegas pour déterminer, selon la loi de l'État, si l'homicide est criminel, excusable ou justifiable. Et puis la disparition du réalisateur Robert Enrico à l'âge de 69 ans, celui qui a signé Les Grandes Gueules, Boulevard du Rhum ou encore Le Vieux Fusil, était un cinéaste populaire. Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine. Cérémonie d'adieu donc à Charles Trenet en l'église de la Madeleine à Paris. Des personnalités du monde des arts et de la politique et quelques milliers d'anonymes ont accompagné le cortège funèbre. À la fin de la messe, l'une de ses plus célèbres chansons, Mes jeunes années, résonnait à l'intérieur de l'église, portée par les voix des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et c'est sur une autre chanson de Charles Trenet que s'est déroulée l'incinération au cimetière du Père-Lachaise. Reportage Gérard Dalmaz, Marie-Hélène Bonneau, Alain Locatio et Jean-François Chevet. L'hommage de Paris à Charles Trenet, c'est Monseigneur Di Falco qui célèbre la messe, suivie par une foule très recueillie. Des personnalités, des amis, des admirateurs. Le dernier salut sur le parvis de l'église. Un beau jour, on a entendu un troubadour qui nous est arrivé comme ça, du jour au lendemain, qui nous a dit « il y a de la joie, il y a de la joie ». Charles Trenet est maintenant dans le jardin extraordinaire de Dieu. Il est entré dans la légende. Elle commence aujourd'hui. Aujourd'hui, le poète s'exprime avec des notes. Alors donc, c'est pourquoi je dis, c'est le Victor Hugo de la chanson. Et je lui ai dit, ça lui a fait plaisir. Quel souvenir lui laissera-t-il? La joie, le sourire, le positivisme, l'optimisme. Les fous du fou chantant sont venus de partout et bien sûr de la ville que Trenet avait dans le cœur. Je suis un fan à 100% et en plus je suis né à Narbonne comme lui et j'ai fait le voyage. Les chansons m'ont plu, surtout Le soleil a rendez-vous avec la lune. J'ai raté les obsèques d'Yves Montand et je tenais absolument à assister aux obsèques du grand Charles Trenet. Après le dernier adieu à la Madeleine, Charles Trenet est emmené au crématorium du cimetière du Père-Lachaise. Il y a des mains tendues, sur la mer le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Les cendres du swing troubadour seront ensuite transportées à Narbonne pour reposer dans le caveau de famille. Dans les bois fait ouh, la biche au bois fait mer. La messe elle casse et fait cric cric crac et les pieds mouillés. Deuxième titre de l'actualité avec la validation des poursuites pour trafic d'armes contre Jean-Christophe Mitterrand et Pierre Falcone. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Paris, et ce malgré l'avis du parquet général. En clair, Jean-Christophe Mitterrand et l'homme d'affaires restent mis en examen. Le rejet des demandes en annulation dans leur grande majorité n'a pas été retenu par les magistrats. L'indignation des avocats qui ont décidé de se pourvoir en cassation dans cette affaire de trafic d'armes vers l'Angola. Dominique Verdaillan, Daniel Lévy. Premier devoir de l'avocat, informer au plus vite son client de la décision des juges, rendre compréhensible en quelques minutes un acte juridique parfois ardu. Depuis 2 mois, les avocats de la défense avaient cherché à mettre à mal l'instruction du juge Courroy. La chambre d'instruction vient de donner raison en grande partie aux magistrats.
L'ordonnance du 3 juillet 2000, antidatée selon la défense, certes elle est annulée, mais son retrait du dossier n'a aucune conséquence juridique. On annule ça comme s'il s'agissait d'un banal post-it qui avait été collé dans le dossier. Or, il s'agit selon nous d'une pièce de procédure fondamentale parce qu'elle subordonne la validité de la suite de l'instruction. Les poursuites pour trafic d'armes validées elles aussi. Un décret de 39 exige au préalable une plainte d'un ministère, Défense ou Finances. Le parquet général avait regretté l'absence de celle-ci, mais les juges ont considéré que la plainte des services des impôts était suffisante. J'ai la faiblesse de penser que la Cour de cassation, sur ce point, considérera que les services de Paris-Ouest du ministère des Finances ne valent pas l'autorisation préalable du ministre. Le dossier est un dossier qui, dans la clameur, avec la répétition du mot trafic, quotidiennement, et des cibles qui n'ont rien à voir avec M. Falcone, est aujourd'hui devenu une sorte de dossier phare, avec des mots terribles prononcés tous les jours contre un homme qui, du fond de sa prison, ne peut pas se défendre. Conséquence de cet arrêt, les mises en examen de Jean-Christophe Mitterrand, mais aussi de Pierre Falcone, de Maître Alain Guillou, de Paul Loussoulitzer sont maintenues. Les avocats vont se tourner vers la Cour de cassation. Réconforté dans son droit, le juge Courroy, lui, va pouvoir continuer son instruction. À Perpignan, la disparition d'une jeune étudiante il y a 15 jours semble élucidée puisqu'un homme a avoué le meurtre de Fatima Hydraou. Il s'agirait d'un crime passionnel. Le corps aurait été jeté en mer. Les recherches sont en cours. Léon Lamberton et Pascal Pons. C'était apparemment un jeune père de famille sans problème. Et pourtant cet homme, gérant de bar à Perpignan, a avoué avoir étranglé Fatima Hydraou le 9 février dernier par dépit amoureux. Toute la matinée, les enquêteurs ont perquisitionné à son domicile. Ses voisins se disent stupéfaits, même si depuis quelques jours, ils lui trouvaient un comportement étrange. Il ne parlait pas, parce que moi je vais à la boîte aux lettres, je dis bonjour, parce qu'il disait toujours bonjour. Il n'a pas répondu, il marmonnait, il avait son courrier. Il était très perturbé. C'est grâce au témoignage du directeur d'un centre commercial que l'enquête a progressé. Le 9 février, il a vu un couple se disputer sur son parking, puis partir en voiture. Il n'a eu le temps de relever qu'une partie de la plaque d'immatriculation, mais cela a suffi aux enquêteurs. Arrêté hier soir dans les Vosges, le meurtrier présumé qui connaissait Fatima depuis 2 ans a été conduit dans la nuit à Perpignan. Pour le procureur de la République, il s'agit d'un crime passionnel sans lien avec les disparitions de 3 autres jeunes filles entre 1995 et 1998. Il y a eu des vérifications qui permettent de dire qu'il n'y a aucune raison de penser à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, qu'il peut y avoir un lien entre cette affaire et celles qui ont endeuillé notre département. Toute l'après-midi, les recherches se sont concentrées au pied du Cap Béar à Port-Vendre, car le meurtrier présumé aurait indiqué aux policiers qu'il a caché le corps de Fatima Hydraou à cet endroit-là, au fond de la mer, quelques heures après l'avoir étranglée. Pour l'instant, les fouilles n'ont rien donné. Suspendues avec la nuit, elles reprendront demain matin. À Draguignan, perquisition au domicile d'Émile Louis, l'assassin présumé de plusieurs personnes dans le Var. Émile Louis portait un gilet pare-balles. Un périmètre de sécurité avait été installé autour de cet immeuble HLM. Émile Louis qui a été écroué il y a une semaine à la maison d'arrêt de Draguignan. L'affaire est une première pour la justice française. Un évêque mis en examen pour n'avoir pas dénoncé les actes de pédophilie dont il avait connaissance. Il devra donc s'expliquer devant les magistrats et rendre compte de cet acte contraire à la loi, même s'il est invoqué le secret de la confession. Il s'agit de l'évêque de Bayeux, Pierre Piquant, qui aurait par son silence couvert des faits alors qu'il avait comme citoyen l'obligation de dénoncer des agissements aussi pervers, ceux de l'abbé Bisset, qui a été condamné à 18 ans de prison en octobre dernier. Yasmina Farber, Patrick Desmully. Devant les assises du Calvados, Monseigneur Piquant était cité comme témoin. Mais en juin prochain, il n'aura plus ce statut. C'est en prévenu qu'il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Caen. L'évêque de Bayeux est poursuivi pour non-dénonciation d'atteintes sexuelles commises par l'abbé Bisset. En 1996, une mère de famille avait alerté le diocèse. René Bisset avait abusé son fils. L'évêque convoque son curé, mais plutôt que d'informer la justice, il préfère l'envoyer en maison de repos. En septembre 1998, l'abbé est arrêté suite à des plaintes de famille. Elles attendent les explications de l'évêque. Nous n'attendons pas que Monseigneur Piquant soit incarcéré pendant des mois. Non, ce n'est pas ça. On souhaite que la justice lui dise elle-même
qu'il est coupable et qu'il devait dénoncer. Silence coupable ou respect du secret professionnel lié à la fonction d'évêque, c'est une première juridique que devra analyser le tribunal. Je pense qu'il n'a pas alerté la justice parce qu'il s'est estimé confronté là à un débat de conscience qui se pose non seulement à l'égard de l'évêque, qui pourrait se poser à l'égard de l'avocat, qui pourrait se poser à l'égard du médecin et qui se pose d'ailleurs, c'est de savoir s'il doit, compte tenu de cette relation filiale qu'il a, est-ce qu'il doit dénoncer d'une manière abrupte son prêtre ou est-ce qu'il ne doit pas le mettre dans une position de se dénoncer. Aider le coupable à se dénoncer, c'est la position adoptée par les évêques de France. Monseigneur Piquant aura écouté cette ligne de conduite, ne plus couvrir des prêtres pédophiles, laisser la justice des hommes intervenir. Aux États-Unis, au début de cette année, un Français est mort dans des conditions suspectes lors de sa garde à vue. L'autopsie officielle indique que cet homme est décédé par asphyxie. Mais selon la loi de l'État du Nevada, il appartient désormais à un jury populaire de déterminer s'il s'agit d'un homicide excusable, justifiable ou criminel. L'audience s'ouvre aujourd'hui à Las Vegas, mais toute la question est de savoir si les jurés sont suffisamment indépendants des forces de police pour prononcer un avis équitable. Le rappel de cette affaire avec sur place notre correspondant Étienne Lénart. Il y a côté glamour cette ville, sortie de nulle part, où l'on vient du monde entier depuis des générations jouer son argent et se payer un tour du monde par procuration. Mais Las Vegas n'est malheureusement pas que cela. Depuis 2 mois, dans son petit appartement, Philippe Moreau tente de comprendre. Son cousin, Philippe Lemaine, est mort le 4 janvier dernier à 33 ans dans le centre de détention de la ville. Je lui ai promis quand j'ai embrassé aux pompes funèbres que j'allais obtenir justice et je ferai ce qu'il faudra pour que ça arrive, j'espère. Difficile de comprendre. Philippe Lemaine n'a pas été arrêté pour rien. Le 4 janvier au matin, la police l'a trouvé ici, devant cette école, gesticulant et tenant des propos incohérents. Interpellé puis placé en détention, il décédera à la suite d'une bagarre dans sa cellule. Des circonstances de sa mort, la police n'a rendu public que ces images d'une caméra de contrôle. L'autopsie, elle, a conclu à un homicide. Mais en vertu des lois de l'État du Nevada, un jury se réunit donc ce vendredi pour décider s'il y a lieu de poursuivre en justice la police de Las Vegas. Comment sa blessure s'est-elle produite? De qui venait-elle? Voilà les questions posées au jury, qui doit décider maintenant si l'homicide est justifiable, excusable ou criminel. Régulièrement, depuis des années, ce centre de détention de Las Vegas est critiqué pour les conditions dans lesquelles les détenus y sont traités. Dans le cas de Philippe Lemaine, la police n'avait même pas jugé utile de prévenir le consulat de France. Et au plus haut niveau aujourd'hui, le gouvernement français demande qu'une enquête indépendante soit conduite. À propos des circonstances de l'affaire qui demeurent quand même très troubles, l'affaire est suffisamment grave, elle touche un ressortissant français. Il paraît normal que les autorités fédérales suivent de près l'enquête. Et au regard des statistiques, on comprend un peu mieux la méfiance de la famille de Philippe Lemaine et des autorités françaises. Depuis 25 ans, 90 personnes sont mortes dans ce centre de détention de Las Vegas. Et à une exception près, tous ces homicides ont été soit justifiés, soit excusés. Et la ministre de la Justice française suit avec une attention toute particulière cette affaire. Elle vient d'adresser une lettre à son homologue américain. La société Nike, mondialement connue, une nouvelle fois sur la sellette, il y a plusieurs mois, avait été dénoncé le travail de jeunes enfants dans des usines de sous-traitance. Aujourd'hui, après la volonté des dirigeants de l'entreprise de jouer la transparence, il s'avère qu'un certain nombre de salariés ont fait l'objet de violences et de harcèlement sexuel en Indonésie. Elisabeth Bonnet. Des baskets toujours plus belles, toujours plus confortables. Derrière cette image flatteuse, une autre est en train de surgir. Celle d'ouvriers fabriquant des baskets Nike en Asie dans des conditions de travail inquiétantes. Un rapport réalisé auprès de 4000 employés indonésiens révèle que 2,5% d'entre eux auraient été victimes d'attouchements sexuels, 3% de violences physiques. Ce n'est pas la première fois que Nike fait son mea culpa, mais c'est la première fois qu'il commande une étude à un organisme de contrôle indépendant. Autour de 92, ces marques, Levi's, Reebok, Nike et d'autres encore ont dit « Oh oui, nous contrôlons nos usines, n'ayez pas peur de ça. Nous utilisons un code de conduite et chaque sous-traitant doit être d'accord avec les conditions que nous fixons ou alors il ne produit pas pour nous. » Depuis des années, les organisations non gouvernementales réclamaient ce contrôle indépendant sur les sous-traitants de Nike. L'opinion publique, elle, s'émeut régulièrement du sort des employés asiatiques.
Nike a été perturbé par les révélations de l'étude, comme n'importe quel grand industriel l'aurait été. Mais c'est exactement ce que nous voulions faire, recueillir directement auprès des ouvriers des témoignages sur leurs conditions de vie dans nos usines et savoir comment nous pouvons les améliorer. Cette opération de transparence pour Nike vise surtout à redorer le blason de la marque. Un investissement de plusieurs millions de dollars à la frontière de l'éthique et du marketing. En Allemagne, plusieurs personnalités du monde politique rattrapées par leur passé. D'abord, Daniel Cohn-Bendit, violemment mis à mal pour des écrits à connotation douteuse, voire pédophile. Un texte à resituer dans les années 68, celle de la contestation et de la provocation, explique aujourd'hui Cohn-Bendit qui récuse toutes ces accusations. Reste que d'autres figures emblématiques de la politique allemande sont mises en cause, en la personne notamment du ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer. Est-il question de manipulation ou de volonté de déstabiliser ceux qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir aujourd'hui? Élément de réponse avec Patrice Romden. Icône 68arde, Daniel Cohn-Bendit ne s'est pas contenté d'écrire sur la sexualité et les enfants. Il en a aussi parlé. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Des propos intenables, dit aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit, qui 25 ans après se défend d'être passé à l'acte. Il n'y a jamais eu d'acte de pédophilie et ça c'est sorti depuis déjà 1 mois en Allemagne, ça fait le tour de l'Angleterre, de l'Italie, maintenant ça arrive en France. On ne sait jusqu'où ira cette affaire, en revanche, on sait d'où elle vient. De Bettina Röhl, la fille d'une terroriste des fractions armées rouges. Sur son site internet, elle exhume le passé de la génération 68, incarné en France par Daniel Cohn-Bendit, dont elle a ressorti la prose, et incarné en Allemagne par Joschka Fischer, dont elle se plaît à rappeler qu'il fit le coup de poing. Sur ces photos, publiées par l'hebdomadaire Stern, on voit celui qui allait devenir le ministre allemand des Affaires étrangères tabasser un policier. Joschka Fischer a dû faire des excuses publiques 28 ans après les faits, c'était en janvier dernier. Depuis, Joschka Fischer fait l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Francfort. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour des raisons d'éthique politique. La justice allemande le soupçonne de faux témoignages dans le cadre du procès de l'ex-terroriste Hans-Joachim Klein. Il n'est pas sûr que la simultanéité de toutes ces révélations soit une coïncidence. Mais il n'est pas sûr non plus qu'en Allemagne comme en France, les héros des années gauchistes puissent faire l'économie d'un examen critique de leur passé. En France, les prix à la consommation qui poursuivent leur baisse, moins 0,4% en janvier par rapport au mois précédent. Au total, sur un an, les prix globalement n'ont augmenté que de 1,2%. Les déplacements de Lionel Jospin ces derniers jours ont été parfois bien mouvementés. Du coup, le Premier ministre a annulé aujourd'hui sa visite à Dole en raison des manifestations d'éleveurs qui comptaient en profiter pour faire parler de leur mouvement. Lionel Jospin, qui était à Besançon ce matin, venu soutenir la tête de liste de la gauche au municipal. Il a été interpellé par les dirigeants de 2 syndicats agricoles. Un échange de points de vue sans heurts ni débordement, contrairement au salon de l'agriculture où le Premier ministre avait essuyé la colère des agriculteurs. Dans la bataille pour Paris, nouveaux indicateurs, nouveaux sondages peu favorables à la droite, puisqu'aujourd'hui, selon un sondage Sofres Figaro Magazine, Édouard Balladur lui-même serait battu dans le 15e arrondissement. Il s'agit d'un arrondissement clé, le plus peuplé de la capitale, et en 95, dès le premier tour, la droite l'avait emporté haut la main. En revanche, aujourd'hui, selon les résultats de la Sofres, la liste de Delanoë au premier tour obtiendrait 37% des suffrages contre 28% pour la liste menée par Édouard Balladur. Les divers droite obtiendrait 15%, la liste Tibéri 9% des suffrages, tout juste devant celle des Verts, créditée de 8%. Ce vendredi marque l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les municipales, même si nous en parlons déjà depuis plusieurs semaines. L'ouverture de la campagne se traduira en fait par des panneaux d'affichage et des réunions publiques dans des locaux mis à disposition par les communes. Sur le terrain maintenant, l'exemple aujourd'hui de Mantes-la-Jolie. Forcément, l'enjeu politique tourne ici autour de la sécurité, tout faire pour sortir de l'image négative de la délinquance associée à la vie des cités. Reportage Laurence Ostolaza, Guillaume Fautra. À trop parler de Mantes, la banlieue, on oublierait presque l'autre visage de Mantes, la Jolie. Déficit d'image, mauvaise réputation, car dans l'inconscient collectif, Mantes la Jolie se réduit à ça. La cité du Val-Fouré, 66 nationalités, 35% de chômage, 47% d'échecs scolaires, la moitié de la population vit ici.
Signe particulier, une délinquance en hausse et de plus en plus précoce. Voilà pourquoi les aînés jouent ici plus qu'ailleurs un rôle essentiel d'encadrement auprès des jeunes, une action axée sur la prévention. Un espace ouvert, c'est un espace de prévention. Quand je dis un espace ouvert, ça peut être un gymnase, un centre de loisirs, un appartement qui est mis à disposition par la ville pour des associatifs. Tout est bon pour la prévention. Les habitants du quartier ont donc décidé de prendre le problème de l'insécurité à bras-le-corps et de se fédérer en association. Ces adultes relais, comme on les nomme ici, reçoivent les parents en difficulté, mais aussi les enfants, victimes de plus en plus jeunes du phénomène de bande. C'est plutôt à partir de 10, 11, 12 ans, c'est là que le noyau se crée dans le quartier. C'est là que la force je parle négative, qui se crée. Et ils sont très très violents. Il faut casser ce noyau-là. Et je pense qu'ici, la démarche qui est entreprise ici, même par monsieur le maire, de fait de détruire les tours, toutes les tours à Nantes, c'est une très bonne chose, parce que ça casse aussi ces noyaux qui se créent. Remplacer le béton par les espaces verts, c'est justement le chantier entamé par l'actuel maire, Pierre Bédier, qui a lancé une réforme à la fois urbaine et sociale. Sa grande fierté, la création d'une zone franche avec 1000 emplois à la clé. Pour lui, l'équation est simple. Pour endiguer le chômage, ce que peut faire un maire, partons de ce que peut faire un maire, c'est faire que le territoire communal soit attractif pour que des entreprises viennent s'y installer. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut que les habitants de la commune soient suffisamment formés pour bien travailler dans ces entreprises. Donc il faut à la fois de l'attractivité et de la formation. Face à Pierre Bédier, deux forces politiques font presque jeu égal, l'extrême droite et la gauche. Le socialiste Philippe Calmette prône pour sa part une politique de prévention vigoureuse. Vigoureuse, ça veut dire une politique d'abord globale, qui associe les moyens de prévention et les moyens de la police, et en particulier de la police de proximité, mais surtout une politique sociale de prévention proche des jeunes, proche des familles. De son côté, le Front National axe son programme sur l'aide au retour pour les populations d'origine étrangère et sur l'arrêt de toute nouvelle immigration, sans compter des mesures plus radicales. C'est également une ferme détermination, évidemment, d'expulser de la ville et du territoire tous les délinquants étrangers à partir du moment où ils sont justiciables pour un délit quelconque. Mantes-la-Jolie s'est lancé un défi, améliorer son image, pour sortir du cliché de banlieue difficile, pour devenir un jour Mantes la nouvelle, Mantes l'inattendue. Situation particulièrement tendue à l'usine d'Alstom de Lys-les-Lannoy. Les salariés de ce site où sont fabriquées des chaudières pour l'industrie nucléaire ont mis le feu dans quelques endroits de l'usine et déversé de l'huile autour des transformateurs au pyralène qu'ils menacent tout simplement de faire sauter si le plan social n'est pas révisé. C'est mercredi prochain qu'Alstom devra annoncer la fermeture de l'usine et l'éventuel repreneur ne pourrait employer qu'un peu plus de la moitié des 300 salariés. À Villetaneuse, ce drame hier soir, un jeune policier abattu d'une décharge de chevrotine par un forcené qui a été ensuite mortellement atteint. Le ministre de l'Intérieur ce matin évoque sa tristesse, indiquant qu'il s'agit du 6e policier ou gendarme tué en 3 mois. Loïc Delamornay, Patrick Desmilly. Comme pour une dernière aide d'honneur, les motards de la police nationale escortent l'ambulance qui emmène le corps de leur collègue abattu. Hervé, jeune policier de 25 ans, venait d'être papa. Hier soir, vers 19h30, un habitant alerte le commissariat. Il explique qu'on est en train de tirer sur son pavillon. Une unité de 4 policiers arrive chez le plaignant, mais en se penchant au balcon, un fonctionnaire reçoit une décharge de chevrotine en plein visage. Il est tué sur le coup, c'est le 6e en l'espace de quelques mois. Nous sommes les seuls, dans certains départements, à encore intervenir, les seuls représentants de l'État. On en a assez, et je crois qu'il va falloir qu'on soit écoutés. Et écoutez très très vite. Et pas seulement parce qu'il y a des campagnes politiques. Écoutez tout de suite. Dans la fusillade, les policiers ont riposté. L'agresseur a été sérieusement touché. Il décédera à l'hôpital. Ce matin, les enquêteurs ont pu reconstituer les faits. Le tireur, embusqué sur le toit de son pavillon, a fait feu en direction de la maison voisine, où se trouvaient les policiers. Le collègue, il s'est fait tirer comme un lapin. Aujourd'hui, on ne fait plus attention bleu marine. On n'en a rien à foutre de porter un uniforme. Il n'y a plus un respect, il n'y a plus de citoyenneté. Donc partons de là, il va falloir bien dire à nos concitoyens et que nos gouvernements, le gouvernement et ceux qui nous gouvernent, et le président de la République, prennent en considération la dangerosité de ce métier de policier. L'agresseur était connu des services de police pour être un homme violent et avait déjà menacé le voisinage avec une arme.
Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, a annoncé aujourd'hui qu'il renforcerait la législation sur la circulation et la détention d'armes dans un projet de loi présenté au printemps. Les réfugiés kurdes quittent petit à petit le camp militaire de Fréjus pour gagner cette fin de semaine différents centres d'accueil mis à leur disposition. Sur le plan administratif, maintenant, ils doivent procéder à toutes les formalités de demande d'asile, un parcours nécessitant bien sûr l'aide d'interprètes et de représentants de la Croix-Rouge. À Toulon, Olivier Théron. La République en filigrane, des titres de séjour temporaire et une demande d'asile politique. Les réfugiés ont le sourire. Leur nouvelle vie prend forme, non sans mal. En quelques jours, il a fallu leur donner une identité officielle, scinder le groupe pour retrouver chaque individu. Je veux rester en France. Il veut rester en France. Les fonctionnaires de la DAS, aidés par des interprètes, eux-mêmes irakiens kurdes, sondent chaque réfugié, précisent leur envie, leurs espoirs avant de les envoyer à la préfecture de Toulon. C'est-à-dire pour une père de famille, il a 5 enfants. Et il disait, tout ce que je souhaite, c'est le plus rapidement possible trouver une école pour mes enfants qui apprennent vite le français pour qu'ils puissent s'intégrer, pour que leur avenir soit mieux que le mien. Papiers, tampons, demandes, les rescapés de l'ISTSI et avant de l'oppression irakienne frappent à la porte de la République. Un sauf-conduit pour le bonheur. Pendant ce temps, au camp de Fréjus, on prépare l'éclatement des réfugiés vers les centres d'hébergement. S'il n'y a pas de souhait particulier, derrière, c'est nous qui serons force de proposition. Mais pour l'instant, on leur demande quand même pourquoi et où ils veulent aller. Le camp de Fréjus sera évacué avant le 10 mars. Les premiers réfugiés partiront vers Modane en Savoie dimanche matin. Les autres se répartiront en région parisienne, à Carcassonne, dans 23 sites de la Sonacotra et à Saint-Raphaël, dans ce centre de vacances. À quelques kilomètres de l'endroit où ils se sont échoués. Il y aura une semaine cette nuit. À Grenoble, les parents d'un bébé décédé en fait d'une gastro-entérite non diagnostiquée ont décidé de porter plainte. À plusieurs reprises, ils avaient conduit leur petite fille âgée d'1 an aux urgences. On a d'abord conclu à une otite et à un début de gastro-entérite en la laissant repartir. À quelques jours de la fin des vacances de février, les stations de sport d'hiver embauchent. Il manque des postes à pourvoir jusqu'en avril prochain. L'an dernier, 8000 postes de saisonniers n'ont pas trouvé preneur dans les Alpes. Reportage à Morzine et à Voriaz, Marie-Pierre Samitier et Blaise Grenier. Complet ce petit restaurant au sport d'hiver, complet tous les soirs. Et ça vaut mieux car en quelques semaines, il faut réaliser le chiffre d'affaires de l'année. Alors, le travail est rude, le rythme soutenu. Le cuisinier n'a pas pu suivre. Il vient de rendre son tablier. Et la patronne doit le remplacer au fourneau. Je dirais carrément c'est le foutoir. Et vous y arrivez? On va y arriver. Il y a combien de clients là en ce moment qui dînent? Là à peu près il y a une 60aine de personnes en même temps, donc c'est toujours un petit peu chaud dans ces cas-là. Lui fait la plonge et il faut le chouchouter, car la plonge, de moins en moins veulent la faire. Pénurie de plongeurs, pénurie de cuisiniers. Les stations des sports d'hiver offrent des emplois de saisonniers à l'appel. Alors, dans la vallée, à Morzine, dans l'une des 13 antennes ANPE des Alpes, elles se décarcassent. Elles, c'est-à-dire Annick et Sylvie. Leur mission, aider les stations de ski à débusquer les saisonniers. Elles en ont placé 1600 cet hiver, mais ce fut difficile. On leur demande beaucoup. En général, on les nourrit, on les loge, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de résister. Et c'est vrai qu'on trouve de moins en moins de personnel qualifié. Un travail harassant? Harassant, oui, sans doute un travail fatigant. Fatigant au point qu'il manque ici 150 saisonniers. C'est une recherche sur une place de plongeur. Alors je vais vous expliquer le poste. Donc c'est en restaurant d'altitude, c'est pour débarrasser la terrasse et faire la plonge de 60 à 120 couverts. Le poste est nourri-logé. En station, en revanche, les postes de serveurs sont pourvus. Pour ce travail, on trouve plus facilement des volontaires, malgré le rythme soutenu. Il faut pas calculer, baisser la tête et puis foncer. On est là pour gagner de l'argent, on fait le plus d'heures possible. Fabien espère mettre des économies de côté pour un jour ouvrir son propre restaurant. Avec cette perspective, le travail n'est plus une corvée et les pourboires sont les bienvenus. Merci à vous.
La danse sportive, une passion, presque une vocation pour ces couples qui s'entraînent sans relâche. Ils se produiront cette fin de semaine lors des Masters de Bercy. Christelle Bertrand et Delphine Detry ont rencontré les champions de France de cette discipline qui promet autant de joie que de disputes. Pas à pas, Corinne et Bruno sont devenus danseurs professionnels. Au fil des entraînements, l'effort physique s'efface au profit de l'harmonie corporelle. Inlassablement, ils répètent une chorégraphie millimétrée. En compétition, tout doit paraître facile. L'envers du décor l'est beaucoup moins et cela fait 15 ans que ça dure. Tu vois, là, je peux pas. Non, regarde, je suis emportée comme ça. Non, je me suis arrêtée, je crois pas. Je te demande de me suivre, s'il te plaît. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Reste, C'est pas au milieu. s'il te plaît, tu peux continuer. Si on dansait en étant collés vraiment comme en dancing, là c'est facile de rester toujours ensemble, il n'y a aucun problème. Là on essaie d'être plus efficace, d'avoir une posture plus large, plus dynamique, mettre plus d'énergie. Corinne et Bruno confectionnent aussi des costumes de danse. Chez les professionnels, seul le titre mondial rapporte 100 000 francs. C'est 10 fois plus que les champions de France. Par exemple, à Bercy, il va y avoir un couple qui va venir pour la compétition. Le lendemain, il fait un show. C'est les champions du monde. Bon, ça fait un bon week-end, quoi. Donc, les meilleurs mondiaux, ils vivent très très bien de la danse. Non, c'est un sport qu'il faut conseiller aux petits. Quand ils ne dansent pas face à face, ils travaillent côte à côte. Toute leur vie est rythmée par le souci du petit détail. Ce serait mieux comme ci, comme ça. Oui, si des fois il passe, il me fait un commentaire. T'es sûr que Ça tu fais ça? m'énerve. Ça m'énerve. Tango, slow fox ou quick step, ces danses d'un autre siècle reviennent au goût du jour par le sport. Corinne et Bruno sont pointilleux à la ville comme à la scène. Toujours en douceur, personne ne se laisse marcher sur les pieds. Ce sur quoi je me suis concentrée, c'était bien ou pas? Non, je te dis, c'est trop lent. T'es en retard par rapport à moi, c'est pas assez. Les concurrents du Vendée Globe continuent de franchir la ligne d'arrivée. Cette fois-ci, c'était au tour de Thomas Coville de gagner les Sables d'Olonne hier soir. Il est le 6e navigateur de la compétition. 10 jours après la performance de Michel Desjoyaux, Thomas Coville, comme ses prédécesseurs, améliore tout de même le dernier record de Christophe Auguin en 97. La disparition de Robert Enrico, qui a signé de nombreux films faisant partie du patrimoine du cinéma populaire français, inoubliable Les Grandes Gueules ou encore Le Vieux Fusil. Marie Jojo. Cyrano de Bergerac toute ma jeunesse. Sa passion, les grands sujets liés à l'histoire ou aux faits de société, comme Le Vieux Fusil, avec Philippe Noiret et Romy Schneider, le chef-d'œuvre de Robert Enrico, le film qui lui valut la reconnaissance du public et des professionnels. César du meilleur film en 1976, élu 10 ans plus tard, meilleure réalisation de la décennie. Le Vieux Fusil. Robert Enrico est alors à l'apogée de sa carrière. Il tourne depuis le début des années 60. Les Grandes Gueules, avec Bourvil et Lino Ventura, Boulevard du Rhum, une vingtaine de films tournés avec sincérité. C'est une route, je crois, très, très classique et très forte du cinéma français, des belles histoires et des grands acteurs. C'était ce metteur en scène-là. Je me souviens comme si c'était hier, ça devait être en 66, quand je suis allé voir Les Aventuriers avec Lino Ventura, Alain Delonge, Alain Chimkus. Je suis sorti émerveillé, enamouré, avec cette furieuse envie un jour de trouver une place dans le cinéma. Dans la vie, Robert Enrico a consacré des années à un autre type de combat. Son ennemi, la puissante industrie américaine du cinéma. Il avait obtenu l'exclusion des films en anglais de notre cérémonie des Césars. Quand il gueule la poudre, les armes aux invalides... En 1989, Robert Enrico réalise un film de commande, une fresque nécessitant 13 coproducteurs européens. Budget colossal, distribution prestigieuse, les années-lumière célèbrent la Révolution française. Robert Enrico raconte la naissance des idées généreuses qu'il a toujours défendues et qu'il souhaite transmettre. J'ai des enfants jeunes et je veux dire, je leur parle de la Révolution. Pour eux, c'est quelque chose de complètement abstrait. Mais si ce film, un jour, quand ils auront quelques années de plus, ça leur explique un peu ce qui s'est passé, c'est pas mal. Ce qui restera, c'est l'émotion de ce vieux fusil, quand le réalisateur nous racontait simplement la destinée d'un homme seul, écrasé par l'histoire. Et avant de refermer cette édition, Revoir Paris, cet hymne composé par Charles Trenet lors d'un voyage aux États-Unis. En musique et en images, une balade dans le Paris ordinaire, celui des Parisiens. Olivier Lenouza, Christian Gallet. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris,
et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les fleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Validation des poursuites pour trafic d'armes vers l'Angola, qui met en cause Jean-Christophe Mitterrand et Pierre Falcon. La Cour d'appel de Paris contre l'avis du parquet général confirme leur mise en examen. Les avocats vont se pourvoir en cassation. Et puis la disparition du réalisateur Robert Enrico à l'âge de 69 ans, celui qui a signé Les Grandes Gueules, Boulevard du Rhum ou encore Le Vieux Fusil, était un cinéaste populaire. Ses obsèques auront lieu la semaine prochaine. Dans un instant, la météo, Yves Cara, puis le point route. Non, le point route, c'est Yves Cara et la météo, c'est Patrice de Revet. 20h50, votre soirée polar avec la crime, et avocats et associés. 0h15, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Nils Aristrup. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur Pensée.